Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Mais ça ne l'est pas. Pourquoi j'ai un problème avec l'amour? Alors aujourd'hui on va parler de littérature mais aussi de sciences sociales et je voudrais présenter une réflexion un peu personnelle. Je sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi, une des choses que j'adore sur YouTube et qui font que je suis très très attachée à cette plateforme, c'est le fait que les gens y parlent d'intime. Moi j'adore regarder les chaînes de personnes qui se filment dans leur chambre et qui parlent d'intimité, qui parlent de santé mentale, où en fait ça fait comme une sorte de miroir tendu à travers l'écran. Ce qu'ils et elles racontent va rencontrer l'intimité d'autres personnes, et souvent ça permet aussi à des formes d'intelligence collective de s'exprimer dans les commentaires. Moi c'est quelque chose que je trouve hyper beau et que j'adore. Ici sur cette chaîne on parle de bouquins, mais étant donné le sujet d'aujourd'hui, ça va forcément rencontrer, un peu plus que d'habitude, ma subjectivité et des choses qui peuvent être un peu plus personnelles. Donc j'espère que ce regard personnel pourra rencontrer le vôtre à certains endroits, et de toute façon je considère qu'il y a des dynamiques collectives dans nos intimes et dans nos façons de les représenter, et c'est de ça que j'aimerais parler. À la base, moi j'ai pas de problème avec l'amour, c'est même plutôt le contraire dans le sens où c'est quelque chose qui m'intéresse, dans les arts et dans les livres en tout cas. J'ai toujours lu énormément de livres qui en parlaient, voire qui mettaient ça complètement au centre, pour plusieurs raisons je pense, et notamment quand j'étais au lycée ça a commencé à être vraiment énormément le cas parce que je me suis intéressée à la littérature classique, et là j'avais vraiment l'impression que l'amour, l'absence d'aimer, la joie d'aimer, la souffrance d'aimer, tout ça c'était vraiment partout. Faut bien se dire aussi que je suis une femme cisgenre et que malgré moi, j'ai quand même intégré très tôt l'idée que l'amour ça devait être une quête, une source de bonheur et d'épanouissement nécessaire, voire centrale dans mon existence. Une autre raison je pense qui fait que c'est beaucoup revenu dans mes lectures, c'est que en fait, c'est pas une impression que j'avais. Le sujet, il est vraiment partout en littérature. Y a-t-il un sentiment humain qui a fait couler plus d'encre? En fait, ce que je pense, et je suis pas la première à le penser, c'est qu'il y a une intrication vraiment forte, essentielle, entre le fait d'aimer et le fait de raconter. J'ai lu un livre qui va un peu être le fil rouge de cette vidéo et qui s'appelle Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Alors Roland Barthes, c'est un philosophe français, et il est connu pour être une figure d'une discipline des sciences sociales qui s'appelle la sémiologie. Pour simplifier, je dirais que la sémiologie, c'est l'étude des signes et de leur rôle dans le monde social. Et moi, je pense qu'on pourrait dire que la sémiologie, c'est l'étude de tout ce qui peut signifier quelque chose, en fait. La linguistique, par exemple, c'est une composante de la sémiologie. C'est une science qui semble un peu complexe et hermétique de mon point de vue, mais je voulais surtout introduire ce livre qui lui aussi est un petit peu hermétique. Dans Fragment d'un discours amoureux, on a un abécédaire que Roland Barthes appelle une collection de figures sur le sentiment amoureux et sur le discours personnel qu'on se fait d'une histoire d'amour. Si vous voulez, au niveau de la forme, c'est comme une sorte de montage de fragments qui font beaucoup référence à d'autres textes, de Goethe à Platon, en passant par Freud, et ça s'inscrit donc dans une culture de l'amour qui est très ancrée dans la psychanalyse et la philosophie. Ce qui, de prime abord, est très hermétique et semble pas du tout être ma tasse de thé personnellement, mais vous allez voir. Et donc Roland Barthes, qui est vraiment connu pour l'étude des signes, son texte le plus connu, c'est un texte qui parle d'amour. Et pour moi, c'est surtout un texte qui parle de cette intrication entre le langage et le sentiment amoureux. Par exemple, il écrit « Vouloir écrire l'amour, c'est affronter le gâchis du langage, cette région d'affolement où le langage est à la fois trop et trop peu, excessif et pauvre. Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre, savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime, savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas, c'est le commencement de l'écriture. » Il parle de l'amour comme un point de départ de l'écriture, mais comme quelque chose qui est aussi inexprimable. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs parce que, à mon sens, il exprime pourtant des choses de manière assez merveilleuse dans ce livre. Il y a un autre livre que j'ai lu spécialement pour préparer cette vidéo, il s'agit de Réinventer l'amour de Mona Chollet. Donc oui, j'ai lu ce livre, et oui, j'ai énormément de choses à en dire, mais on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Si je le mentionne juste maintenant, c'est parce que
elle aussi, en fait, dès l'introduction et le prologue, elle parle du fait que pour elle, il y a une parenté étroite entre la pulsion amoureuse et la pulsion narrative. Bref, tout ça pour dire que, en fait, il me semble que quand on s'intéresse aux arts en général, mais à la littérature en particulier, en fait, on s'intéresse forcément à l'amour et surtout que quand on parle d'amour, avant tout, on parle d'histoire. Je te garde toujours au sale, tu te balades dans ma tête, j'en ai fait ton palais. Mais quand on se prend la tête, je te menace de me barrer, d'emballer mes affaires, de voler nos rêves avec. Ton regard me ramène, fait que j'ai peur de faire un cœur de... En fait, je me suis fait une réflexion. Le terme « histoire d'amour », c'est vraiment un terme générique qu'on utilise quand on parle de livres, mais qu'on utilise aussi dans la vraie vie. Mais on n'utilise pas ce terme. En fait, on parle pas d'histoire quand on parle de nos autres relations. Même dans le langage courant, on dit pas il faut que je vous raconte mon histoire d'amitié, il faut que je vous raconte mon histoire fraternelle, mon histoire avec mon frère. Et je me demande si, en fait, on n'est pas enclin et encline à penser l'amour comme une histoire parce qu'on en présuppose la fin. Pourtant, dans nos vies, on a d'autres relations qui se terminent, mais on ne présuppose pas ça. Ça ne fait pas partie du narratif de base, en fait. Pourtant, dans les autres relations qui habitent nos vies, il y a aussi des fins par la mort, par des ruptures, Enfin oui, il y a des ruptures amicales, par exemple, qui peuvent être hyper brutales, difficiles à vivre. Mais en fait, cette présupposition de la fin, on l'a seulement quand on parle d'amour, je trouve. Et quand je regarde la façon dont l'amour est raconté dans les livres, en tout cas ceux que j'ai lus jusqu'ici, j'ai le sentiment qu'on raconte en boucle et en boucle et en boucle les mêmes fragments de cette histoire. Il y a la rencontre et il y a la fin, et entre les deux, on a souvent des récits d'idylle et ou de désillusion, mais vraiment de chaque côté du segment, on a ces deux points saillants de la rencontre et de la fin, qui sont les plus représentés, les plus réécrits, même les plus filmés, les plus chantés encore et encore. La rencontre, mais j'aimerais qu'il existe des stats sur le nombre de rencontres amoureuses racontées en littérature. Je pense sincèrement que c'est le phénomène, l'événement humain le plus mis en mots sur cette terre. Alors, il y a plein d'exemples magnifiques, hein, et d'ailleurs, les plus marquants, c'est souvent celles qui préfigurent l'autre côté du segment, qui préfigurent la fin. Quand sa femme rentra, suivie de 2 enfants attachés à ses flancs, je soupçonnais donc un malheur, comme lorsqu'en marchant sur les voûtes d'une cave, les pieds ont en quelque sorte la conscience de la profondeur. Elle me regarda curieusement, et je sentis qu'en ce moment, il se fondait bien des glaces entre nous. Elle parut avoir 1000 questions à me faire, et les garda toutes. Alors, c'est quoi mon problème avec ça ? Le premier problème, de mon point de vue, et dans mon expérience, c'est que ce qu'on raconte de l'amour, en fait, c'est des fragments qu'on fait passer pour l'entièreté. Honnêtement, et j'aimerais que vous me donniez d'autres exemples dans les commentaires, j'ai l'impression d'avoir pas lu assez de livres qui parlent du côté trivial d'une relation amoureuse, qui parle du quotidien d'un autre ou d'une autre qui serait là, qui serait pas comme quelqu'un susceptible de disparaître, en fait, d'un moment à l'autre. En fait, mon sentiment, c'est que le être ensemble ne fait pas partie de la narration. Il y a, je crois, presque systématiquement une apparition et la potentialité d'une disparition. Et même quand c'est pas le cas, même quand on a, vous savez, dans les contes, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, hop, le récit s'arrête là. Non, mais on raconte pas ça, c'est chiant. Ça voudrait dire aussi raconter le quotidien des femmes, peut-être, qui vont rester toute leur vie dans une relation emprisonnée, patriarcale, à s'occuper des gosses, etc. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi faire de l'amour une narration et raconter globalement en boucle la même chose ? Alors je précise ici, bien sûr, que toute cette réflexion, ces observations se basent sur mes lectures et ma perception. Et vraiment, si vous avez des exemples en littérature et en sciences sociales qui contrebalancent tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, surtout, je vous en supplie, faites-nous en part. Mon deuxième problème avec tout ça, et je pense que c'est le plus gros problème, en fait, avec toute cette narration, l'amour devient, pour moi, une chose qu'on se raconte. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut observer et expérimenter parce que, en fait, le narratif, il est tellement fort que, en fait, je crois qu'il conditionne vraiment beaucoup nos expériences et nos perceptions. Il y a quelques années, en fait, alors que je me demandais pourquoi ma propre expérience des relations amoureuses ressemblait si peu à ce que je lisais dans les livres, en fait, j'ai eu envie de me tourner vers les sciences sociales.
Et j'ai lu un livre qui revenait beaucoup dans les références des essais et même de certaines bandes dessinées que je lisais. Il s'agit de « Pourquoi l'amour fait mal ? L'expérience amoureuse dans la modernité » de Eva Illouz. Alors Eva Illouz, c'est une sociologue et en fait dans ce livre, elle prétend expliquer pourquoi il y a des formes très modernes de souffrance dans les relations amoureuses. Elle s'appuie à la fois sur une série d'entretiens et sur des exemples, sur des œuvres culturelles, notamment sur les bouquins de Jane Austen. Alors je vous le dis tout net, je n'ai pas de mots pour décrire à quel point ce livre a été une déception. En fait déjà d'un point de vue méthodologique, moi je m'étais tournée vers ce livre parce que voilà, je cherchais quelque chose qui soit rigoureux, scientifique, qui se base sur de l'observation. Et la sociologie, c'est une science. Et en fait j'ai été hyper surprise de découvrir un livre qui est hyper assertif, et qui est très malhonnête intellectuellement. Chaque page de ce livre, en fait, c'est un condensé de présupposés et d'exemples un peu tirés du chapeau. J'ai eu le sentiment, en fait, que l'autrice, elle déroulait une réflexion personnelle en allant chercher des exemples pour étayer son point de vue. Et en fait, c'est rempli de dingueries. Pour vous donner un exemple, dans la première moitié, on a toute une partie sur la beauté. Et en fait, déjà, elle prétend que l'exaltation de la beauté, et le fait qu'on n'est pas tous égaux et égales de ce point de vue dans les rencontres amoureuses, en fait, elle prétend que c'est un truc assez récent. Donc rien qu'en prenant un corpus littéraire, ça me semble évident qu'on peut déjà démentir ce présupposé qui est éclaté. Mais ensuite, elle affirme, vraiment dans le plus grand des calmes, que aujourd'hui, il y a peu, voire pas de lien entre correspondre aux normes de beauté et appartenir aux classes sociales dominantes. Ces deux choses n'ont pas de rapport. Et en fait, elle dit même que cette place prépondérante du sex appeal, entre guillemets, enfin de l'apparence physique sur le marché amoureux, qui est un truc récent, d'après elle, je le rappelle, elle dit que ça a en somme des côtés positifs parce que ça déplace un peu le critère de la classe dans les relations vers la beauté, et que donc ça permet à plein de personnes de s'émanciper, de se mélanger à des groupes d'autres classes sociales, etc. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point rien ne va là-dedans ? C'est largement documenté, notamment par les sciences sociales, que les normes de beauté s'appuient sur le racisme, sur le classisme, sur le validisme, sur la grossophobie, etc. Et que la façon dont les couples se forment, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui joue un rôle énorme dans la reproduction sociale. Donc voilà, et ça c'était juste un exemple parmi tant d'autres des dingueries que j'ai trouvées dans ce livre. Et en fait, il y a un peu tout le temps des présupposés comme ça, très irritants, et pour lesquels en fait elle balaye la contradiction des fois en quelques lignes. Et pour moi, elle évacue totalement la complexité de son sujet pour dérouler des arguments. Un autre point pour moi qui ne va pas du tout, c'est que par la suite, les entretiens sur lesquels elle se base, en fait, c'est uniquement, ou presque, je crois que c'est uniquement des personnes blanches, hétérosexuelles, qui ont fait des études supérieures et qui vivent dans des milieux urbains. Donc on est voilà, sur une vision qui est hyper parcellaire et hyper située de la relation amoureuse. Bref, en somme, je voulais lire quelque chose de scientifique et de rigoureux, et une fois de plus, j'ai lu une histoire. Parce que Eva Illouz n'a pas observé des faits pour en tirer des conclusions. En fait, elle a fait son propre récit en allant chercher ce qui l'arrange dans le réel et dans les arts. Pourtant, au moment où j'ai lu ce livre, il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui me questionnait profondément, c'était la question de la souffrance amoureuse. Quel lien on peut faire entre cette souffrance, la façon dont elle est représentée, notamment en littérature, et le fait que nos relations sont traversées par des dynamiques sociales plus vastes. Vous êtes mariés comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Clairement, mon problème avec l'amour, que ce soit dans les livres ou dans la vie, ça vient aussi de cette dimension forcément hyper douloureuse qu'on lui prête très souvent. Et cette idée que, pour reprendre les mots d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Il y a quelques années, alors j'étais encore très très loin de me faire toutes ces réflexions, mais j'ai eu l'intuition que lire des femmes, lire plus d'autrices, ça allait me permettre d'approcher des histoires qui allaient un peu plus me parler. Et c'est notamment à ce moment que j'ai découvert une autrice qui allait devenir une de mes autrices préférées de la Terre, Annie Ernaux. Il y a environ 1 million de raisons qui font qu'Annie Ernaux est une de mes autrices préférées,
et que vous devriez la lire d'ailleurs. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est quelqu'un qui écrit des textes autobiographiques, et en 1992, elle a notamment écrit ce court texte, Passion simple, dans lequel elle raconte son histoire d'amour avec un homme marié, et c'est quelque chose d'épouvantable à lire. En fait, elle décrit un très long processus de dépouillement d'elle-même. Elle est perpétuellement en train de l'attendre, elle commence petit à petit à organiser toute sa vie autour de leur rencontre. Et forcément, elle est très déçue et très blessée par les événements. Je continuais d'utiliser tous les moyens qui aident à supporter le chagrin, donner de l'espérance quand, raisonnablement, il n'y en a pas. Et quand je dis que c'est épouvantable à lire, c'est parce qu'en fait, on a envie de la secouer, on a envie de la sortir de là, on a envie de lui dire « Annie, qu'est-ce que tu fais ? Cette relation est totalement mortifère et déséquilibrée. » Et c'est assez déchirant parce qu'on voit bien que de son côté, à elle en tout cas, l'amour est là, genre vraiment. Tout de lui m'a été précieux. Ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d'enfant, sa façon brusque de saisir les objets, sa voix. J'ai voulu apprendre sa langue, j'ai conservé sans le laver un verre où il avait bu. Et donc elle devient un personnage qui semble perdre tout sens commun et qui semble se raconter à elle-même des choses qui sont pas du tout en adéquation avec la réalité. Et c'est pour ça que je dis qu'elles sont dangereuses, ces histoires qu'on se raconte, elles ont un très très grand pouvoir. J'avais l'impression de vivre cette passion comme j'aurais écrit un livre, la même nécessité de réussir chaque scène, le même souci de tous les détails. Et cette conception hyper douloureuse et sacrificielle de l'amour, c'est quelque chose qu'on retrouve totalement dans Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et donc, petite anecdote, au début de ma lecture, j'avais écrit dans mes notes un truc du genre... C'est un peu ouin-ouin quand même. Donc voilà, le respect est parti à la piscine apparemment. Pour le dire un peu mieux, je dirais que Roland Barthes me semble décrire l'amour en faisant le tour de ses cicatrices. C'est-à-dire qu'il énumère toutes les catastrophes possibles et qu'on est vraiment dans une conception de l'amour qui est hyper pessimiste. À un moment, il parle de la relation amoureuse comme d'une course en 3 temps. Donc il y a la rencontre, l'idylle, et après il y a la suite. Et voici comment Roland Barthes décrit la suite. La suite, c'est la longue traînée de souffrances, blessures, angoisses, détresse, ressentiment, désespoir, embarras et pièges dont je deviens la proie, vivant alors sans cesse sous la menace d'une déchéance qui frapperait à la fois l'autre, moi-même, et la rencontre prestigieuse qui nous a d'abord découverts l'un à l'autre. Donc vous voyez que niveau optimisme, ça se pose là. Et dans une autre page, il écrit « Et pour mon malheur, cette chose divisée, c'est moi. » Donc vraiment, Roland, tu es un emo en fait, c'est ça la vérité. Alors j'imagine que vous me voyez venir avec mes très gros sabots. J'émets 2 hypothèses qui expliqueraient pourquoi l'amour est souvent représenté comme ça dans la littérature. Hypothèse numéro 1, l'amour est intrinsèquement une expérience malheureuse dans laquelle on sera tenté, envers et contre tout, de s'infliger de la souffrance et ou d'en infliger à l'autre. Hypothèse numéro 2, l'amour est à la fois une émotion et une expérience relationnelle survenant entre des individus dans un monde traversé par des rapports de domination. Alors, à votre avis, quelle est mon hypothèse personnelle ? Eh ben oui, en fait, comme toutes les féministes qui m'ont précédée, je pense que l'amour, ce n'est pas seulement un des territoires dans lesquels s'exercent les rapports de domination, en fait, je pense que c'est un territoire privilégié pour ça. Et en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que les amours qui sont tragiques, c'est souvent des amours qui auraient pu être heureuses, mais qui sont empêchées dans un monde hétérosexiste et patriarcal, dans un monde où le corps des femmes doit être mis à disposition d'un homme, en fait. Donc en ayant ça en tête, on peut lire tout à fait différemment les histoires d'amour racontées par des femmes, comme racontées par Annie Ernaux par exemple, mais il y a encore un problème pour moi. Un peu avant de tourner cette vidéo, j'ai donc eu envie de lire plus d'histoires d'amour écrites par des femmes avec un regard féministe, et j'ai donc lu Les Vaisseaux du cœur de Benoît de Groux. Je n'avais que des a priori positifs sur ce livre parce que Benoît de Groux, c'est une autrice que j'ai déjà lue, que j'ai beaucoup aimée, et ce livre, en fait, il a été recommandé sur la chaîne YouTube d'Adoria et sur celle de Digli, et toutes les deux, en fait, avaient expliqué que c'est une très belle histoire d'amour autobiographique. Je sais que c'est un roman qui a aussi beaucoup choqué parce que, en fait, elle y parle de sexualité de manière très crue. Malgré ses différents mariages, malgré le fait qu'elle ait eu des enfants avec d'autres hommes, toute sa vie, elle a aimé et vu régulièrement un homme, c'était un marin breton,
Ils s'étaient rencontrés tous les deux quand ils étaient enfants, et ils se sont aimés toute leur vie, jusqu'à son décès à lui. Et du coup, c'est une histoire hyper passionnelle, dans laquelle elle parle de peau, de sexe, de sel et d'eau. Et donc, une fois de plus, et c'est vraiment le fil rouge de cette vidéo, j'ai été très 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 déçue par cette lecture, et en fait en parler, ça va me permettre de parler de quelque chose d'hyper important. En fait, Benoît de Groux, c'est une bourgeoise, et l'énorme problème de ce livre pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui a très bien intégré le fait qu'elle était victime de sexisme et de domination patriarcale, mais elle parle très très maladroitement de classe sociale, et en plus il y a des passages extrêmement raciste dans ce livre. Et en racontant son histoire d'amour avec cet homme des classes populaires, en fait, il y a plein de moments où elle le réifie complètement et où il y a une violence de classe que j'ai trouvée juste énorme. L'impression que ce livre m'a faite, finalement, c'est une réflexion que je me fais assez souvent, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris conscience qu'elles étaient victimes du patriarcat, et que donc il fallait trouver des échappatoires et des interstices de lutte, y compris dans sa vie intime. Mais beaucoup d'entre elles, en fait, ont beaucoup de mal à réaliser qu'elles peuvent être, elles aussi, de potentielles oppresseuses. Quand on parle de classe sociale, quand on parle de racisme, mais aussi quand on parle de validisme, de transphobie, d'homophobie, etc. Et pour en revenir à l'amour, moi je crois donc que toutes ces représentations de l'amour qui ne me satisfont pas, elles ne peuvent pas s'expliquer et se régler simplement en plaquant une grille de lecture unique, une unique grille qui est celle du sexisme. En tout cas, il y a quelque chose qui ne me suffit pas là-dedans, et ça a peut-être aussi à voir avec le fait que finalement tout ce corpus, tout cet univers littéraire qui a été majoritairement le mien, et qui est peut-être majoritairement le vôtre aussi, ça reste un univers qui est hétérosexuel, qui est souvent bourgeois, et qui est blanc. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, j'ai lu récemment Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles de Mona Chollet. Je voulais le lire parce que c'est un livre qui a été énormément lu. Pour info, l'essai précédent de Mona Chollet, Sorcière, s'est vendu à environ 350 000 exemplaires, ce qui est absolument énorme, et pour Réinventer l'amour, on est aussi dans quelque chose de cet ordre-là, voire plus. Mais je voulais le lire aussi parce que je crois que ça a été la porte d'entrée pour plein de personnes, surtout plein de femmes, pour questionner les rapports de domination dans leurs relations. Et à cet égard, je suis contente que ce livre existe d'un côté parce que, quoi qu'on en pense, il faut des portes d'entrée. Mais clairement, mon sentiment, une fois que je l'ai lu moi-même en entier, c'est que, clairement, on ne peut pas se contenter de ça. En fait, je trouve que déjà, le titre est mensonger. Le sous-titre est bon. Enfin, tout ce livre explique en fait très bien le prix que les femmes hétérosexuelles ont à payer dans leurs relations. Elle fait des rappels quand même qui sont vraiment salutaires, et je pense qu'ils sont instructifs pour plein de personnes sur les violences conjugales, sur la réification du corps par exemple. Mais le titre est mensonger dans le sens où, pour moi, à aucun moment ce livre ne réinvente l'amour, et il n'y a pas... en fait, il n'y a pas vraiment de proposition alternative. Par exemple, dans le prologue, elle évacue en quelques lignes la question de l'exclusivité, et elle dit en gros, les relations libres, le polyamour, moi je pourrais pas. Eh bien merci Mona Chollet pour cette contribution, c'était vraiment très éclairant. Et surtout, en fait, le plus gros problème de ce livre, et ça a été pointé par de nombreuses personnes avant moi, c'est le fait que Mona Chollet s'approprie et invisibilise les théories sur l'amour qui ont été en fait développées pendant des décennies par des personnes queer et ou racisées. La référence qu'elle cite beaucoup, c'est À propos d'amour de Bell Hooks. J'avais fait une review assez détaillée de ce livre qui m'avait pas beaucoup plu d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description. Et on a presque envie de dire, en lisant Mona Chollet, en fait, lisez Bell Hooks directement, ça ira beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, elles se retrouvent toutes les deux, je trouve, dans une conception qui est très individuelle des choses, et aussi qui est assez axée sur le développement personnel et sur des formes de spiritualité. Ce qui, et ça c'est tout à fait personnel, moi ne me parle pas du tout. Moi j'avais envie de vous parler d'un petit essai qui s'appelle « Manifeste pour une démocratie déviante, amour queer face au fascisme » de Constanza Spina. Constanza Spina est auteurice et journaliste, et Yel fait notamment partie de l'équipe de Manifesto 21. C'est un média, une revue et une chaîne YouTube que je vous encourage à suivre vraiment. Et Yel a écrit ce court essai très personnel,
pour affirmer qu'en fait, le féminisme queer, c'est une lutte antifasciste. Parce que d'un côté, le fascisme, ça consiste à classer des corps et à considérer qu'il y a des corps qu'il faut combattre et qu'il faut effacer. Alors que le féminisme queer et intersectionnel, en fait, ça consiste à affirmer et à défendre chaque corps, surtout ceux des personnes qui sont minorisées. Alors j'ai trouvé ce postulat intéressant, mais comme presque tous les livres dont je vous parle dans cette vidéo, j'ai quand même eu de grosses réserves sur certaines choses. Notamment, il y a ici aussi des espèces d'exaltation de spiritualité comme l'astrologie. Moi, c'est des choses que j'aime pas du tout. Yel se réfère aussi beaucoup à Eva Illouz et à Bellux, dont on a déjà parlé dans la vidéo. Et surtout, c'est quand même globalement un petit peu confus dans le propos. Malgré ça, ce livre est très important, à mes yeux, parce que, en fait, il explique très très bien comment le féminisme blanc hétéro mainstream de ces dernières années a instrumentalisé les luttes queer et afroféministes. Et l'auteuriste raconte notamment des expériences personnelles d'effacement de son travail que j'ai trouvé horrible. Et en fait, Yel affirme que la révolution romantique, la révolution de l'amour, elle est forcément intersectionnelle parce que quand je vous parlais d'amour empêché, quels amours ont été plus empêchés dans ce monde que les histoires d'amour des personnes queer et des personnes minorisées? Mona Chollet, pour revenir à elle, dans son livre, elle remet par exemple en question la conjugalité. Est-ce qu'il faut habiter ensemble quand on est en couple? Alors déjà, quand elle le présente, ça a l'air hyper révolutionnaire de se poser cette question, genre waouh, quelle avancée. Mais surtout, habiter ensemble, jusqu'à très récemment, pour énormément de personnes queer, et encore aujourd'hui dans certains contextes, c'est quelque chose d'impossible. Pour la petite histoire, et pour partager un peu du vécu personnel, ma grand-mère, que j'aime de tout mon cœur, elle est en couple avec une femme depuis plus de 30 ans, et elles ont toujours eu 2 appartements en fait. Et je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'avais posé la question, quand j'avais demandé pourquoi, elle m'avait répondu cette phrase qui est si triste, elle m'a dit « Vivons heureux, vivons cachés ». Donc tout ça pour dire que se situer hors de la conjugalité classique, inventer d'autres formes d'amour, c'est intrinsèque à l'expérience de la domination et des persécutions. Dans son livre, Costanza Spina parle aussi par exemple du Black Love. C'est un courant de pensée et de pratique issu des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Pendant la période esclavagiste, les déportés noirs qui étaient réduits en esclavage n'avaient pas le droit de se marier. Alors ils ont développé plein de façons de contourner cette interdiction pour pouvoir vivre l'amour et vivre des formes d'engagement avec leurs partenaires, malgré le racisme et les persécutions dont ils étaient victimes. Et Costanza Spina écrit cette phrase que je trouve très belle, « L'amour s'écrit dans les marges ». Et c'est pour ça aussi que le féminisme blanc et hétéro ne peut pas réinventer ou révolutionner l'amour parce que déjà il perpétue des dominations en invisibilisant et en s'appropriant le travail de personnes minorisées, mais aussi parce qu'il va forcément échouer, tout simplement. Les autrices comme Mona Chollet, avec plein de bonnes intentions, je n'en doute pas, et ça sert de porte d'entrée à plein de gens, je n'en doute pas, elles parlent finalement toujours des mêmes représentations, des mêmes vécus, et elles contribuent au fait que l'amour, ce soit toujours la même histoire. Et dans cette vidéo, à la base, on parlait d'histoire. Alors je voudrais vous en raconter une. En fait, je vais vous raconter juste un tout petit épisode de ma vie. Moi, je suis bisexuelle, et je suis bisexuelle depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, en fait. On définit souvent la bisexualité comme le fait d'être attiré de manière indifférenciée par des personnes, quel que soit leur genre. Sauf que, si vous êtes bisexuel et que vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule. Moi, je n'ai jamais vécu mes attirances pour autrui de manière indifférenciée, genre jamais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours vécu de manière très 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 différente mes attirances hétérosexuelles et mes attirances queer. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'étais à l'école primaire, je suis tombée amoureuse d'un petit garçon. Et j'ai tout de suite su que c'était de l'amour que je ressentais. Je l'ai écrit dans mon journal, j'en ai parlé autour de moi. J'avais ce mot amour dans ma tête, et voilà, j'étais amoureuse de lui. Et toujours à l'école primaire, mais un petit peu plus tard, je suis tombée amoureuse d'une petite fille. Il y avait une fille dans ma classe, Mallory, si tu passes par là, j'espère que tu te portes bien, dont je cherchais tout le temps le regard, l'approbation, j'avais tout le temps envie de la faire rire, j'avais envie de lui faire un câlin, j'avais envie de passer du temps avec elle et j'avais envie de lui offrir des trucs. Et je me souviens que pour un genre de petit spectacle à l'école, elle avait monté une chorégraphie sur une chanson de Laurie. Et en fait, elle m'avait demandé d'être son partenaire en fait dans la chorégraphie, de faire le garçon et de danser avec elle.
Et je vous jure que quand j'ai fait ce spectacle et quand on a fait cette danse, j'étais toute rouge et j'étais hyper gênée et en même temps j'avais l'impression d'être la personne la plus heureuse de cette terre. J'avais l'impression que c'était le plus beau moment de ma vie, sincèrement. Et je me souviens m'être dit « Ah, ce serait tellement bien si j'étais un garçon parce que comme ça on serait amoureux. » En fait, concrètement, la réalité c'est que j'étais amoureuse d'elle. Mais c'est comme si ces mots ne m'étaient jamais venus en entier à l'esprit. Il y avait une très très grande fracture entre ce que je ressentais, entre ce que j'expérimentais et les mots que je posais dessus, mais même intérieurement, même dans ma tête, quoi. Et c'est comme si c'était une histoire que je vivais, mais que j'avais pas pu me raconter. Alors que j'avais très bien identifié ça, quand bien même ce que je ressentais était peut-être moins fort, quand il s'était agi d'un petit garçon. Tout ça pour dire que mon problème avec l'amour et avec ces histoires, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je me suis dit que dans ma vie, j'avais beaucoup essayé de vivre des narrations, mais qu'on m'avait pas beaucoup raconté ce que je vivais vraiment. Et je pense que ça ne pourra changer qu'en décalant nos regards et nos représentations, et en commençant à penser les normes depuis les marges. J'aimerais que vous me conseilliez des histoires et d'autres livres auxquels ça vous a fait penser tout ce que j'ai raconté ici. Et je termine quand même par une recommandation de lecture parce que c'est quand même le but de ma chaîne. Il y a quelques mois, j'ai lu ce livre, Femme de Johann Nessel. J'ai envie de rien vous dire, je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit, découvrir aussi l'incroyable maison d'édition qui a traduit et sorti ce texte en France. Je dirais juste que j'aurais peut-être eu moins de problèmes avec l'amour dans les livres si j'avais pu croiser ce genre d'histoire plus tôt. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, vous pouvez soutenir ce que je fais pour le prix d'un café sur Patreon et sur Ko-fi, tous les liens sont dans la description. C'est vraiment grâce à ça que je peux continuer à animer cette chaîne, donc je remercie très fortement les personnes qui le font déjà. Merci à Hugo Terra, que j'aime très fort, d'avoir prêté sa voix pour les extraits de cette vidéo. Et merci à mon ami Robbie Ouji qui m'a aidé à enregistrer le cover de Femme Like You. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Complice, on leur donne un bon son, life soulmate. À la Didi Mary J. Blige, glamorous. Ton style et ton charme, t'es fabulous. Un délice pour un macadam, baby baby. Si tu savais comme je t'aime, baby baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Et plus tu chantes, plus je glisse sur la pente et je perds la tête. Tu me plais.